Voilà, bien sûr, voilà, donc c'est la continuité, n'est-ce pas, de cette émission On est ensemble. Encore une fois, merci à vous, merci parce que vous nous avez choisis, merci parce que vous êtes là, comprenez que c'est déjà la rubrique invité et ce matin, on va parler de l'actualité ou encore on va commenter l'actualité de notre pays, donc la République démocratique du Congo. Vous savez, la guerre de l'Est persiste toujours, on se pose tant de questions, à savoir à quand la paix à l'Est de notre pays. Le Rwandais nous fait la guerre ou quoi, parce que on va parler de tout ça dans l'émission ou encore dans les corps de l'émission. C'est peut-être les questions qu'on va poser à notre invité. Nous avons reçu pour vous ce matin une personne que vous aimez, une personne que vous connaissez très bien, la personne de Monsieur Papi Tamba. Un homme de la majorité présidentielle, n'est-ce pas? C'est avec lui qu'on va essayer de commenter l'actualité de notre pays parce qu'il est venu nous voir pour parler de ça, pour éveiller un peu la conscience de la population congolaise cultivée partout dans le monde. On va encore une fois vous signaler que nous sommes ici à Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Papi Tamba, qui est déjà dans vos écrans, qui n'est plus quelqu'un à vous présenter, vous le voyez déjà. Je lui dis bonjour et bienvenue dans On est ensemble encore une fois. Bonjour Gaylor et bon retour aussi à On est ensemble. C'est vrai, ça fait très longtemps, vous étiez des nôtres. C'était dû à quoi, si on peut avoir l'idée? Parce que déjà, à chaque fois que vous appelez, vous étiez Mais je crois que occupé. l'émission On est ensemble elle-même avait connu une petite trêve. Vous avez changé les formules. Alors, l'essentiel est que vous êtes là avec nous. On va essayer de discuter sur l'actualité de notre pays. Déjà, à l'entrée, la première question, ou encore la première série de questions, ça va se passer avec Philippe Katumba, à qui j'ai dit encore une fois de plus bonjour. Oui, bonjour Gaylor et puis bonjour à M. Tamba. Bonjour M. Katumba. Alors, M. Papi Tamba, on aimerait savoir vos impressions par rapport à la résolution 2098. Très positive. Très positive. C'est le cheminement d'un long processus, c'est le cheminement d'un combat, d'une diplomatie avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Et surtout, c'est vraiment quelque chose que nous devons s'allier en tant que Congolais, parce qu'elle marque une nouvelle ère. Oui. Elle marque une nouvelle ère dans les rapports entre, d'une part, la RDC et les États au niveau de la région, mais aussi entre la RDC et la communauté internationale. Alors, ça marque un pas. Affirmez-vous que cette résolution va devoir mettre fin à tout ce qu'on peut qualifier de forces négatives opérant dans la partie est de notre pays? C'est le souhait et nous devons aboutir à ça. Nous devons aboutir à ça, mais par-dessus tout, ce qu'il faut retenir de positif, c'est qu'aujourd'hui la cause congolaise est entendue. Elle est entendue et elle débouche sur une résolution du Conseil de sécurité qui a été votée à l'unanimité. Alors que par le passé, nous avions eu du mal à faire accepter que nous étions un pays agressé. Les rébellions qui étaient sur notre territoire étaient juste des fictions parce qu'elles étaient nourries, entretenues par les États au niveau de la région. Aujourd'hui, il y a un travail de sape, une diplomatie courageuse qui a été faite. Nous arrivons au résultat aujourd'hui, déjà de la résolution, qui, nous savons, nous sommes dans les premières heures de son application, oui, au niveau de la brigade d'intervention, puisqu'il y a déjà un début d'exécution. Donc nous devons vraiment saluer, saluer vraiment ce travail réalisé, fait par Joseph Kabila, le chef de l'État, et dire qu'il y a des espoirs pour que cela puisse apporter la paix dans la durée. Apporter la paix dans la durée, Monsieur Papi Tamba, vous avez aussi jeté un plébiscite sur notre diplomatie. Mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que la France a agi d'une manière instantanée au niveau du Mali. Mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il a fallu attendre 17 ans pour enregistrer 6 millions de morts et autant de femmes violées, de ressources minières pillées. Alors, à ce niveau, j'aimerais vous poser la question conformément à vos dires, parce que vous avez jeté un plébiscite à notre diplomatie. On peut dire que la République démocratique du Congo a une diplomatie lente. Non, le problème n'est pas une diplomatie lente. Et il ne faut pas comparer des faits qui ne sont pas comparables. Il y a un mouvement au niveau du Mali qui était tout de suite catalogué comme étant un mouvement terroriste et rebelle. Le problème pour la RDC, c'est un problème qui touchait notre position géostratégique, où au moment où nous devons combattre les rébellions, ces rébellions étaient nourries par des États étrangers. Et ces États étrangers avaient déjà posé des jalons. En même temps, la communauté internationale, par rapport à certains faits vécus sur leur territoire, leur devait quelque chose. Le contexte n'est pas pareil. Vous savez, M. Katumba, les Congolais doivent le savoir, que dans les relations internationales, on ne déboulonne pas un pilier qui existe depuis des années.
un pilier qui existe depuis des années quelque part. Ça voudrait tout simplement dire qu'il y a un travail qui a été fait pour que ce pilier-là existe. Et la norme dans ce domaine, généralement, c'est la fidélité. La norme, généralement, c'est de préserver des acquis. Nous sommes arrivés sur un terrain, je peux dire, qui était déjà bâti. Pourquoi? Parce que le Rwanda a un génocide reconnu. Et je pense que les derniers vont remonter jusqu'à 20 ans en arrière. Il n'y a pas un génocide reconnu que le génocide rwandais. Je vous interromps pas, M. Tamba, puisque vous avez énuméré les génocides rwandais de 1994, qui a fait rien qu'aux 800 000 morts, selon le document officiel. Mais du moins, M. Papi Tamba, la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo a fait 6 millions de morts. Mais tout de même, le Rwanda a si capitalisé cette réalité de 800 000 morts. Aujourd'hui, le Rwanda était justement, si vous voulez, protégé. Des fois, nous faisons un peu d'amalgame aussi. Nous ne devons pas penser que tout drame humain, c'est un génocide. Ça, il est important de le signaler. En République démocratique du Congo, nous affirmons très haut, ce n'est pas je dis, nous ne devons pas, nous ne devons pas penser que tout drame humain, c'est un génocide. Mais le contexte du génocide rwandais, c'est un contexte où il y avait une sorte de latence de la communauté internationale qui était présente au Rwanda. C'est comme aujourd'hui, sur notre territoire, il y a la communauté internationale qui peut être accusée de laxisme, de laisser faire. Et la communauté internationale était dans cette position de devoir quelque chose à un peuple. Et par rapport à cela, nous avons vu le Rwanda profiter de cela pour maintenant commencer à faire des choses qui, ma foi, sur notre territoire, n'avaient pas lieu d'être. Pour mémoire, les Rwandais, on les a vus toujours à la traque des FDLR, qui sont accusés comme étant responsables du génocide rwandais. On les a vus jusqu'à Banana, où il n'y a aucun FDLR. Jusqu'à Mbujima, qui a 1000 km de Kigali. Ils fermaient tous les yeux. Malgré tous ces petits chantages du Rwanda, qui n'avaient aucun fondement, la communauté internationale continue à considérer que nous étions les pays qui logeaient les FDLR, qui étaient considérés comme étant les bourreaux, c'est-à-dire des auteurs du génocide rwandais. Il aurait fallu que les chefs de l'État mettent en place l'opération Imojaweto, que peut-être certains Congolais avaient mal perçu à l'époque. Mais c'était quelque chose qui avait vidé les seuls prétextes légitimes. Je tiens bien à souligner le mot légitime. C'était les seuls prétextes légitimes du Rwandais. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu résurgence du mouvement du M23, vous avez vu au début, les Rwandais ont essayé dans tous les sens de remettre sur la surface l'affaire FDLR. La mayonnaise n'a pas prise. La mayonnaise ne pouvait pas prendre parce que les prétextes étaient déjà vidés. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, où maintenant la RDC qui prêchait la bonne foi a renversé la tendance. Tenez, M. Katumba. Lorsqu'un partenaire traditionnel du Rwanda, tel que la Grande-Bretagne, par une bouche autorisée, reçue par les chefs de l'État, déclare que la RDC et la Grande-Bretagne entament une nouvelle ère dans leurs rapports. Lorsque nous voyons aujourd'hui le Rwanda qui finançait une grande partie de son budget par l'aide internationale, qui était coupé, qui recourt à d'autres mécanismes un peu plus complexes de prêts d'État auprès d'autres organismes. Ça veut dire que le Rwanda aujourd'hui est en difficulté. Et pour renverser cette tendance, c'est un travail qu'il fallait faire. Et c'est ça, ce travail-là, que nous saluons grâce à la diplomatie initiée et mise en place par Joseph Kabila, ainsi que les membres du gouvernement. Vous avez parlé de la tendance renversée, les Rwandais en difficulté, c'est vos propos, donc ça vient de vous. Mais comment on peut comprendre que le M23 aujourd'hui claque la porte au niveau du Kampala? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore une fois l'échec? Écoutez, non, mais ce n'est pas un échec. Le Rwanda nous fait la guerre en clair. Non, écoutez, M. Guélor, les M23, depuis le début de ces pourparlers, rappelez-vous, nous ont fait, je veux dire, plus de 3 ou 4 coups de théâtre. Rappelez-vous, les M23 ont commencé par crier en disant que nous, c'est-à-dire la partie congolaise, n'aurions pas à respecter l'accord du 23 mars 2009. Ils arrivent à Kampala, ils changent de registre pour s'approprier des revendications de notre opposition. Et à un certain moment, ils commencent à déclarer les cessez-le-feu. Et au bout d'un certain temps, après l'accord cadre, après la résolution faite 98, ils font même du lobbying diabolique auprès de certains parlements. Ils ont dans plusieurs actions parce que
Aujourd'hui, nous les avons mis à Kampala. Mais c'est pour aller chercher des solutions ailleurs. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont été piégés. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont été floués. Mais on ne les a pas floués. Ils ont été on piégés, est parti de bonne foi. Ils se Papi, rendent compte de cette manière. D'un côté, le patron de la diplomatie congolaise déclare, suite à cette résolution, que le M23 est appelé à disparaître. Non, mais ça, de l'autre côté, vous tenez encore de discussions avec ça. Non, mais le problème n'est n'est pas de tenir des discussions. Quand les patrons de la diplomatie congolaise, adoubés par les porte-paroles du gouvernement, les deux déclarent de façon concomitante que le M23 est appelé à disparaître, ce qui est la position du gouvernement congolais. Il le déclare à la presse. À la presse. Devons-nous fuir ces rebelles pour ne pas aller leur dire ça en face? Non, c'est contradictoire. Quand nous sommes... Il n'y a rien de contradictoire, c'est ce que je vous explique. Après, il fallait maintenant aller leur dire en face. Ça a été la position du gouvernement congolais lorsque nous sommes retournés à Kampala. C'est de dire à ses amis les yeux dans les yeux que voilà la seule issue de sortie. C'était aussi d'aller écouter les M23 et non négocier. Non, c'est dit après cette position, je vous ai dit, M. Guelon, nous sommes allés chercher les solutions ailleurs. Nous avons trouvé des solutions de crise de cette histoire ailleurs. Et nous sommes repartis à Kampala pour leur dire les yeux dans les yeux, chers rebelles, tout ce que vous voudrez, c'est le moment pour vous, aujourd'hui, de faire quoi? De cesser d'exister en tant que groupement armé. Et maintenant, sur cette base-là, on va mener essayer de réfléchir sur d'autres voies. Alors, M. Tamba, justement, si hier, le 17 000 hommes, d'ailleurs, ce qui est considéré comme étant la plus importante mission des Nations Unies menée jusque-là, n'a pas pu tout de même instaurer la paix en République démocratique du Congo, pensez-vous que les 3 000 hommes supplémentaires vont devoir être une solution dans ce sens? Écoutez, M. Katumba, tout est fonction du mandat et deuxièmement, des moyens logistiques, et aussi du travail opérationnel sur le terrain. Vous devez bien vous rappeler qu'ici, sur notre territoire, le président français a déclaré le jour de son discours au Palais du Peuple que le mandat et la MONUSCO étaient flous, qu'il fallait rendre son mandat un peu plus clair. La diplomatie congolaise a abouti pour la création de la brigade d'intervention qui ne vient pas pour sécuriser la population civile en cas de... qui vient avec un mandat d'1 an, c'est de traquer les forces rebelles sur notre territoire, notamment les bandits du M23. C'est-à-dire, ce mouvement, c'est-à-dire la brigade d'intervention ne vient pas aujourd'hui maintenant pour dire que si les M23 se trouvent à quelques 15 km de Goma, qu'il faut les laisser là-bas. Mais comment expliquer, M. Ça veut dire que s'ils sont à 15 km... Nous attendons tous la brigade d'intervention pour sécuriser l'Est de notre pays ou encore pour la paix en clair. Mais comment expliquer les Rwandais dotent le M23 de missiles, des missiles sous air. Je vais vous dire une chose. Ce sont des choses que nous avons apprises. Ce sont des choses que nous avons tous apprises. Mais je vais seulement vous dire qu'en face du Rwanda et du M23, ils ont une résolution qui a été votée à l'unanimité par les conseils de sécurité. Ils ont la brigade d'intervention qui pourrait travailler avec de façon concomitante, c'est-à-dire de façon composée avec nos FARDC, qui aujourd'hui, il faut les signaler, on sait comment on a su les remotiver, en même temps, on a su les réarmer et qui sont en position. Maintenant, lorsque nous avons ces capitales, que nous pouvons considérer comme étant un capital confiance pour le peuple congolais, les problèmes de ce que le Rwanda peut doter aux autres, cela ne nous concerne plus. Mais c'est seulement dommage pour dire que si les faits tels que cela a été présenté par une certaine presse, ce fait-là est attesté, cela ne fait qu'alourdir le compte du Rwanda qui sera toujours tenu un jour responsable des actes qui commettent sur notre territoire. Les Congolais aujourd'hui ne sont pas prêts d'oublier ce que les Rwandais nous font plutôt en direct sur notre territoire. Aujourd'hui, ils ont encore le temps de casser, plutôt d'arrêter la casse. Ou s'ils le veulent, ils veulent poursuivre dans leur folie meurtrière sur notre territoire. Mais en face d'eux, ils ont des gens qui savent, qui ont des agendas et qui savent au moment opportun qu'est-ce que cet État devait endurer de la part des Congolais. On se pose beaucoup de questions parce que c'est vrai, nous voulons la paix, mais du moins il y a un adage qui dit
qui veut la paix prépare la guerre. Nous attendons tous la force ou encore la brigade d'intervention pour sécuriser l'Est. Mais à quand le Congo va se prendre en charge pour sécuriser son territoire? Non mais, vous savez, monsieur Guélor, je ne vais pas prendre des exemples lointains. Les Congolais, nous pensons qu'à un certain moment, nous sommes maintenant un État isolé du monde. Un État agressé. Un État qui accède au pouvoir dans certaines conditions. Cet État-là a besoin de construire quelque chose, hein, et peut-être ça peut prendre un peu de temps. Oui. Les gens ne veulent pas aujourd'hui dans notre pays considérer que lorsqu'on accède au pouvoir dans un pays morcelé, où on gère que les quarts du territoire, et qu'il fallait intégrer les forces armées des rébellions pour constituer une seule armée de la République, que faire les brassages, les mixages, les gens ne veulent pas considérer cela comme étant une construction de cette armée. Mais prenons l'exemple de l'Angola. L'Angola a vécu 25 ans de guerre. Je mets 25 ans de guerre avec une rébellion, la rébellion de Savimbi, qui aujourd'hui a encore gardé quelques tares, mais je veux dire que qui a pratiquement pris fin, mais qui a essayé d'énerver leur unité nationale pendant 25 ans. Oui. Et pendant 25 ans, personne n'a reproché à l'Angola de ne pas avoir une armée. L'Angola avait une armée qui a résisté. C'est comme nous aujourd'hui. Nous avons une armée qui a résisté. Si notre État aujourd'hui a résisté, par exemple, contre le phénomène de la balkanisation de notre pays, de beaucoup de choses, si nous avons résisté en tant qu'État-nation, c'est parce qu'il y a bien cette armée-là. Mais il y a eu un certain moment où la communauté internationale a pris les problèmes à cœur. L'Angola, bien entendu, sous maintenant plusieurs efforts conjugués, notamment l'aspect diplomatique qui a aussi beaucoup joué pour couper aussi les pines des pieds, par exemple, de l'UNITA. Ça fait qu'à la fin, l'Angola va remporter la guerre, la pacification de son pays. Et en même temps, l'Angola va entrer dans une phase de faire quoi? C'est de la recomposition de son armée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous sommes encore au niveau où l'Angola était menacée pendant 25 ans. Parce qu'il y a encore des forces rebelles sur notre territoire. Il y a encore des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont encore habités, tout en étant dans l'armée de la République, mais habités par l'esprit ou par les diables des rébellions. Donc c'est un travail de construction. Mais je peux juste rassurer le peuple congolais que pendant ces temps, il y a nos unités d'élite qui ont quand même reçu de certaines formations accélérées. Nos troupes ont été réarmées. Les FARDC qui ont aussi résisté, que nous devons saluer au passage, pendant un bon moment, nos FARDC sont à pied d'œuvre. Ils sont en position. Mais notre souhait, c'est de reconquérir l'unité nationale de notre pays sans qu'un seul sang congolais puisse encore couler. Bien que ce n'est pas le cas, parce qu'on va dire très haut qu'à Rutshuru, par exemple, le M23, ça fait plus d'un mois qu'il percevait déjà les taxes. Et aujourd'hui, il continue, il se permettent plutôt de nommer même les administrateurs publics. Est-ce que, n'est-ce pas, il y a de quoi se poser des questions? Pourquoi ils peuvent se prendre... Vous savez, non, les M23 est dans une stratégie. Vous en parlez aujourd'hui. C'est parce que sa stratégie de communication gagne un peu du terrain pour que vous puissiez en parler. S'ils n'avaient pas fait cela, vous n'aurez pu parler de ça là. Et je pense qu'ils veulent semer de l'inquiétude chez les Congolais. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Nous voulons seulement dire... Ou encore en clair, c'est un défi lancé. Non, je veux dire que non, ils sont dans une certaine stratégie. Nous sommes respectueux de certaines choses. C'est une question de temps et de calendrier. À un moment, ce n'est pas nous. Il y a eu des accords. Pendant qu'ils sont en négociation avec les M23, c'est-à-dire en pourparler, à un moment, il y a des positions de notre République qui ont été déclarées comme étant des positions rebelles. C'est-à-dire des positions où on reconnaît que ce coin, c'est un coin où on reconnaît comme étant une position qui est rebelle pendant le temps que nous allons trouver la solution à la crise. Et nous sommes plus proches de la porte de sortie que de la porte d'entrée. Nous savons ce que nous faisons. Maintenant, la diplomatie de Joseph Kabila n'est pas une diplomatie d'agir dans la précipitation et de commettre des erreurs. C'est une diplomatie d'agir en respectant tout simplement les calendriers et de trouver des solutions dans la durée. Nous continuons à enregistrer les morts, donc les Congolais perdent leur vie. C'est quelque chose à déplorer. Nous n'enregistrons pas les morts
parce qu'un jour, les Congolais se sont réveillés pour demander qu'ils puissent mourir. Les chefs de l'État l'ont toujours dit que c'est une guerre imposée, une guerre qui est injuste. Voilà. Et pour mettre fin à une guerre imposée, il a ouvert 3 champs différents. Voilà. Nous sommes dans la diplomatie, nous sommes dans la branche militaire ainsi que dans la branche politique. Oui. Et là, maintenant, les 3 branches sont en mouvement. La finalité, c'est de mettre fin à cela. Pas du tout. La branche militaire, je suis en train de vous dire que nos miliciens sont en position. Sauf que quand c'est militaire, c'est stratégique. Et on ne peut pas aujourd'hui les révéler ici. Est-ce que vous la réalité sur le terrain est autre parce que trouverez-vous sage en ces moments-ci, où nous bénéficions de l'accord cadre, où nous n'avons pas encore rendu les conclusions de Kampala, puisque c'est un engagement pris devant les chefs de l'État au niveau de la région, où nous bénéficions de la résolution 2098, que nous puissions nous-mêmes enfreindre ces différentes positions pour prendre les Kalachnikov et aller taper sur ces gens pendant que nous sommes dans la recherche de la solution dans la durée. Nous bénéficions de l'accord cadre d'Addis Abeba, comme vous avez dit, c'était le 24 février dernier. C'est vrai, vous avez raison, mais comment expliquer que le Rwanda n'arrive pas à respecter les accords cadre en question? Parce que pas plus tard qu'hier, le Rwanda continue à soutenir le M23 avec les missiles solaires. Mais ça, je suis en train de vous dire, je ne pourrais pas, j'ai dit bien, on nous a un peu habitués, une partie ne respecte pas les contrats, on peut aussi agir autrement. Je suis en train de vous dire ceci, que si l'autre partie ne respecte pas, sa mauvaise foi doit être indexée. Nous sommes dans une démarche qui n'est plus seulement une démarche congolaise. Quand nous parlons de l'accord cadre ainsi que de la résolution 2098, ça devient un mouvement, collectif où certains États et des institutions sont impliqués. Oui. La RDC aujourd'hui bénéficie, je dis bien bénéficie, des concours de circonstances. Madame Robinson vient les déclarer il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire on vient pratiquement plutôt, le gouverneur Julien Palou plutôt, lui a fait comprendre à savoir que ces propos corroborent un peu avec le propos du président rwandais. Attendez, ces propos corroborent avec le propos du président rwandais en quoi faisant? Lorsqu'il dit que la meilleure solution est politique, ça c'est tous les grands hommes qui le disent. C'est tous les grands hommes qui le disent. Les chefs de l'État le disent. Les chefs de l'État n'inscrivent pas la voie politique. C'est le souhait même de tout Congolais. Nous savons que c'est l'un des axes ouverts par les chefs de l'État. Oui. Mais nous avons, à travers, bien entendu, le gouverneur Gilles Paloukou, répété à madame que les problèmes, et c'est qu'elle doit retenir, pour trouver la solution, les problèmes restent le Rwanda. Il ne faut pas qu'elle puisse perdre à l'esprit que les problèmes aujourd'hui, c'est le Rwanda. Voilà, chers amis, comprenez qu'on a reçu pour vous aujourd'hui M. Papi Tamba, qui est membre de la majorité présidentielle. Avec lui, on essaie de commenter, n'est-ce pas, l'actualité de la République démocratique du Congo. On va changer les registres. Cette fois-ci, on va recevoir Laurette Mobangui qui va aborder un point parce qu'on est le 3 mai. Donc, on se rappelle que c'est la journée mondiale de la liberté de presse. Donc, Laurette va aborder la question dans ce sens. Bonjour, Laurette. Bonjour et bonjour, Galor. Merci. Bonjour, M. Papi Tamba. Bonjour, Madame Laurette. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'être venu dans cette émission. On est ensemble et c'est pour de vrai. Je vous en prie. Oui, comme Galor vient de dire tout à l'heure, le 3 mai est la journée mondiale de la liberté de la presse. M. Papi Tamba, dites-nous, est-ce que la presse congolaise est-elle indépendante? D'après vous, bien sûr. D'après moi, la presse congolaise dépasse même les cadres de l'indépendance. C'est-à-dire et déborde un peu. En quoi faisant? Si on peut avoir des explications là-dessus. Je pourrais me le dire, qu'elle déborde un peu. Vous allez m'excuser, peut-être vous êtes de la presse. Mais il y a une certaine presse dans notre pays ici. Nous a habitués à certains articles. Quand on les lit, on se pose des questions. Si un article de presse devient l'immunité pour un journaliste. C'est-à-dire, on pense aujourd'hui qu'on peut jeter en pâture la réputation des gens. On pense aujourd'hui que parce qu'on est journaliste, on peut se permettre, sur la place publique, de dire des choses sans aucun fondement, sans aucun élément de preuve sur une autre personne. Moi, je sais que vous avez fait l'IFASIC. C'est l'une des références, par exemple, de l'école du journalisme dans notre pays. Et ce n'est pas ce qu'on vous a appris. Je ne le pense pas. Alors c'est pourquoi je dis que la presse congolaise va un peu au-delà. Je ne parle pas de la presse dans son ensemble, mais une certaine presse. Où nous n'observons plus les limites dans certains articles. Madame, une fois je descendais en ville, j'arrive à Kitambo magasin, je trouve un journal et c'est devenu fréquent où vous ouvrez la première page,
Non, même à la première page, les gens vous écrit comme titre hein, liste des mandataires. Oui. C'est-à-dire, ils s'octroient un droit Oui. de dire qu'on va écrire des articles fantaisistes hein, parce qu'on a juste besoin de vendre. Et où est la déontologie dans tout cela? Moi, je pense qu'au lieu que la presse congolaise s'attarde à acquiser, elle doit d'abord commencer par se remettre en cause. En fait, M. Papitamba, parlons des conditions de vivre des journalistes ici en République démocratique du Congo, surtout par rapport à la diffusion des informations. Un journaliste peut être bien formé dans le milieu universitaire, mais sur terrain, par rapport aux diffusions de l'information, le journaliste n'est pas libre. Est-ce que vous pouvez confirmer cette thèse dans nos chaînes de télévision, dans nos organes de presse? Non, moi, j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire, Madame Laurette, parce que je suis un habitué. Je suis un habitué d'être face à la presse. Ou d'ailleurs, dans certaines émissions, je ne suis pas que dans les chaînes apparentées du pouvoir, je suis très souvent aussi dans les chaînes apparentées à l'opposition, où certains propos dépassent un peu même les limites de ce qui est légal. On ne me les raconte pas, je les vis sur les plateaux, et ces différents journalistes, ainsi que même des opposants, qui vont au-delà. Les lendemains, je les retrouve, et vous les retrouvez encore les mois prochains, tranquillement. Mais moi, je sais que dans d'autres États, au niveau de la région, je pense que cela devait faire l'objet peut-être de certaines poursuites. En fait, c'est ce que nous observons. C'est-à-dire que les journalistes congolais doivent s'estimer heureux en disant qu'il est libre. Si je dis libre, je ne vois aucune contrainte de la part du pouvoir de dire que nous allons contrôler et traiter l'information au point que les journalistes puissent perdre son indépendance. Si cela était le cas, certaines chaînes n'auraient pas pu exister. Parce que déjà, nous assistons des fois aux interruptions de signal de quelques chaînes de télévision. Si seulement il y avait la liberté de la presse, c'est ça, je suis en train de dire. Croyez-vous que ça pourrait être ainsi? Faudrait-il maintenant, M. Guélor, que nous puissions faire un retour à l'état de la praxis? L'homme n'est plus un loup pour l'homme aujourd'hui. La théorie du contrat social a fait que l'homme, en se remettant dans une même enveloppe sociétale, accepte l'esprit des normes qui doivent être opposables à tous. L'homme n'est pas un loup pour l'homme, on n'est pas dans la jungle. Lorsqu'il y a des normes, je vais vous donner un exemple. Dans quel état du monde, dans un contexte électoral, on peut laisser faire passer les messages de quelqu'un, candidat, qui s'autoproclame président et n'est pas sanctionné. Monsieur Papitamba, je vous ai suivi attentivement en disant qu'un journaliste doit être libre, doit être heureux, mais la réalité sur terrain est tout autre. Parlons de la ligne éditoriale qu'on retrouve dans chaque chaîne de télévision. Ici, le patron des chaînes oblige aux journalistes de diffuser les informations selon eux. Dites-nous, comment est-ce qu'un journaliste peut être libre par rapport au traitement et par rapport à la diffusion des informations? Non, des lignes éditoriales, madame, ça existe partout. Quand je parle de lignes électorales, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Il y a aussi les chaînes de l'opposition qui donnent les lignes électorales. Et vous êtes journaliste, vous êtes censé savoir, connaître cela mieux que moi. Exactement. Pour dire que ça presque partout au monde. Et lorsqu'on n'est plus d'accord avec une certaine ligne éditoriale, il y a des journalistes qui claquent la porte, qui démissionnent. C'est ça la logique de votre métier. Mais M. Papitamba parle des conditions de vivre des journalistes. Ici, les gens disent que comment cette réalité, les coupables doivent être bannis au sein dans nos chaînes de télévision, dans des organes de presse. Étant donné qu'un journaliste n'est pas payé, un journaliste n'est pas salarié pendant 2 ans, pendant 3 ans, est-ce qu'un journaliste là doit refuser le coupage dans un reportage précis? Non. Parce que quand vous dites cela, conditions de vie est vraiment, vous savez, la plupart des chaînes dans notre pays sont des chaînes privées. Et moi, je pense que